Hé, psst, c'est derrière le viseur. C'est la rentrée, le délicieux mois de janvier et ses bonnes résolutions. On reprend nos micros, on reprend nos stylos et nous voilà repartis pour de nouvelles intros. Une nouvelle saison de Derrière le viseur 2, DLVD pour les intimes, que j'aurais pu commencer par une citation de Barthes si j'avais voulu qu'on se la joue intello et nous donner un petit air de Arte Radio. Mais comment plonger dans l'univers d'un invité photographe ? Comment interroger la singularité de son regard sans commencer par là, justement ? Non par le regard sous sa forme projetée, matérialisée dans une production photographique, on y reviendra durant l'émission, mais dans son regard au sens littéral. Car c'est bien là que tout commence. Allez, venez, je vous raconte. 29 novembre 2016, Théâtre Fémina, Bordeaux. Le deuxième tour des primaires de la droite et du centre vient à peine de passer. Celle de la belle Alliance populaire, qui n'avait d'alliance, de populaire et de gauche que le nom, tarde à venir. Peu de monde se projette encore sur les présidentielles dans les débats publics. Pour autant, ce soir-là, plus de 2000 personnes se sont déplacées pour une salle qui ne peut en accueillir que la moitié. Et si un bon millier n'a pu y accéder et regardera le meeting de Jean-Luc Mélenchon retransmis à l'extérieur, j'ai la chance de faire partie des premiers. Ce théâtre est un décor de film. Une salle au décor Louis XVI, crème et or, scandée de pilastres à chapiteaux dorés et de moelleux fauteuils en velours rouge. C'est en cherchant la disponibilité de l'un d'eux que du regard, je croise ceux dont le regard ne trompe pas. Ce regard dont on sait instantanément, sans le moindre doute possible, qu'ils appartiennent à un photographe. Si intense qu'on se demande s'il ne va pas vous transpercer, si dense qu'on pourrait croire qu'il va se matérialiser sur le champ, si noir qu'on a simplement envie de savoir qui se trouve de l'autre côté du miroir. Vous l'aurez compris, mes chers amis, les photos dont nous allons parler ce soir, vous en connaissez probablement beaucoup, car ce regard, c'est celui de Stéphane Burlot. Celui qui se déplace à pas de velours dans les couloirs de la France insoumise. Celui qui a su se faire plus invisible que l'ombre de Jean-Luc Mélenchon. Celui qui connaît probablement bien des secrets qu'on aimerait se voir révéler. Mais plus que tout, celui qui a su saisir avec une précision chirurgicale chaque image importante de la campagne présidentielle. Alors merci Stéphane d'avoir accepté d'être notre invité ce soir afin de venir découvrir ce qui se passe derrière votre viseur. Stéphane, bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir et merci pour ce portrait élogieux. C'était un petit moment assez marquant, en effet, ce meeting de Jean-Luc Mélenchon à Bordeaux et la première fois qu'on a eu l'occasion de se croiser. Alors, on va commencer peut-être pour nos auditeurs par retracer un petit peu la naissance de votre parcours, de votre début de carrière photographique. Oui. En parlant de vos débuts. Alors, pour placer un petit peu, vous êtes né à Sarcelles en 1969, photographe autodidacte, et on vous offre votre premier appareil photo à 18 ans. Alors moi, j'avais Tout à envie de fait. vous demander, pour commencer, qui est-ce qui vous a offert cet appareil photo ? C'était le cadeau familial des 18 ans, tout simplement. Beau J'avais été cadeau. j'ai été fasciné par l'appareil, je sais pas, je devais avoir 13-14 ans à un mariage en Bretagne. Et j'avais été toujours attiré par cet objet, je voulais savoir comment on voyait à l'intérieur et ça a perduré jusqu'à mes 18 ans. Et voilà, je voulais un appareil pour mes 18 ans, pour le cadeau de la majorité. Ça a commencé comme ça. Alors dans les premières traces que j'ai pu, trouver de votre activité de photographe, dans mes petites recherches, j'ai trouvé un stage, vers l'âge de 22-23 ans à l'agence Magnum, ce qui est quand Ouais. même pas anodin. Racontez-nous ce qui s'est passé entre 18 et 24 ans et comment on se retrouve à peine plus de 20 ans à faire un stage chez Magnum? Ouais, j'ai fait un DUT d'électronique, bac électronique, DUT d'électronique, j'avais une formation technique donc, mais le milieu me convenait pas tellement. Ma sœur faisait une école de commerce, j'ai intégré cette école de commerce également pour faire technico-commercial. Et comme j'étais bien passionné par la photo, à l'époque, j'ai demandé à faire des stages en photo. J'ai fait chez Fujifilm à l'époque, dans les laboratoires, à Bois d'Arty, je crois, oui c'est ça. Et puis aussi chez Magnum, j'ai fait un stage commercial qui était plus ou moins commercial. Mais bon, beaucoup de piges à repérer les photos dans les magazines et faire payer les dus à l'agence Magnum. Et voilà, ça avait duré 3 mois, passionnant. Puis croiser plein de personnalités à l'époque qu'on regardait de loin, où Cartier-Bresson passait, il fallait pas le déranger. Des gens aussi très intéressants, je me rappelle notamment Vincent Mija, qui était un photographe, qui était vendeur, donc qui démarchait qui répondait aux demandes des agences sur tel ou tel thème de photo, qui les fournissait et on avait bien accroché. Je suis toujours en contact avec lui d'ailleurs aujourd'hui, il travaille au Nouvel Obs actuellement. Et voilà, ça a commencé comme ça voilà pourquoi ce stage Magnum en fait.
Voilà, c'était commercial. Que j'ai vite D'accord. arrêté parce que le milieu commercial me convenait pas tellement non plus. Voilà. Alors du coup, comment ça s'est passé par la suite? Tu étais passionné donc de photographie, des premiers Ouais. stages et qu'est-ce qui s'est déroulé ensuite? Ensuite, il a fallu travailler, donc j'ai eu l'opportunité de rentrer à la RATP. Je suis expert en signalisation ferroviaire dans la vraie vie, on va dire, parce que la photo, c'est plus une seconde vie à laquelle je passe tous mes temps libres, mes vacances et compagnie, et mes enfants. Et voilà, donc c'est une grosse activité à côté d'un boulot qui est pas seulement fait pour vivre parce que je l'aime. Donc ça, c'est l'avantage, qui me laisse pas mal de disponibilité parce que je suis très libre de poser 1 ou 2 journées de congé quand je veux. Et voilà, donc ça permet de concilier les deux. Donc je suis rentré en 94 à la RATP. Je continue depuis, bien sûr. Et voilà, donc je mène les deux en parallèle. Et puis une passion pour la musique aussi qui t'a amené Oui. dès le début des années 90 du coup à travailler dans le milieu musical. Raconte-nous un petit peu comment ça a commencé ces débuts, tes premières photos, de concerts, Ouais. d'artistes? En fait, oui, je suis rentré, quand j'étais ado, jeune, 18 ans, j'écoutais pas tellement de musique, c'était pas la culture familiale du tout. Ma mère écoutait les disques qu'elle avait, c'était des opérettes, Luce Marié et compagnie, donc pas du tout rock and roll. Et j'ai découvert ça en DUT à l'université avec un copain. Et c'était plus tout ce qui était new wave, dark wave, Joy Division, des choses comme ça, New Order, Depeche Mode, et tout le milieu gothique qui est ensuite arrivé après. Donc ça, j'ai commencé, DUT, c'était 89, j'ai quitté, ouais. Et début des années 90, 91, à l'époque, il n'y avait pas de web et compagnie, on s'informait surtout par les magazines et par les fanzines. Et il y avait un fanzine parisien qui s'appelait Prémonition, que je lisais et qui avait fait une demande de photographe, uniquement. Ils avaient passé une petite annonce dans leur colonne et j'ai envoyé une lettre à l'époque pour, euh, pour postuler. Ils m'ont accepté. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé dans le domaine musical dans les 91-92, ouais, par là. Ouais. Donc en fait, ils cherchaient un photographe, pour des piges ou c'était un photographe, salarié, pour aller sur Non, des non, concerts? c'était pas du tout salarié, c'était un fanzine, donc c'était tout petit à l'époque. Mais c'était renommé. Euh, et voilà, eux, ils faisaient des interviews d'artistes, de chanteurs, de groupes pop, rock. Et voilà. Donc moi, ce qui me plaisait beaucoup dans ce travail, en fait, en fait, ça se passe comme ça. On demande une interview. Et, la maison de disques l'accorde et on va sur place dans un hôtel, dans un café, interviewer la personne. Et on a, si tout va bien, 10 minutes, un quart d'heure pour faire des photos. J'aimais beaucoup cet exercice d'improviser en 15 minutes, 10 minutes, parfois même moins, 5 minutes, un portrait de quelqu'un. Donc je faisais le tour du quartier où on était avant pour repérer des lieux et je mettais dans le cadre. Voilà. Oui, puis tu as eu C'était assez. l'occasion du coup de faire les portraits d'artistes, renommés comme les Cure, New Order dont tu parlais, Siouxsie, Mmh. Tricky, même les Daft Punk. Il y a une photo, des Daft Punk que Oui, tu as qui mérite quand même le coup d'œil et j'invite nos auditeurs à aller tout à voir fait. sur ton site internet. Et Ça, de c'était marrant, les Daft Punk. est-ce que tu Parce peux nous qu'en fait, raconter? ils voulaient pas être reconnus et j'étais pas du tout au courant. On me dit ah non, mais il faut pas qu'on les voit sur les photos. Je dis pardon. Comment on fait? On était dans un sous-sol, je sais plus. Donc voilà, j'avais commencé à leur mettre carrément une poubelle de papier là, de bureau sur la tête pour pas qu'on les reconnaisse. Mais bon, et j'ai essayé le contre-jour avec flash sur le mur. Donc on voit seulement leur profil, donc ils sont pas reconnaissables. Mais bon, et voilà, c'est tout à fait ce que je disais tout à l'heure, c'est s'adapter en 10 minutes à des circonstances, à des impératifs. Et voilà. Donc les gens qui pourront voir les Daft Punk, mais seulement au profil, pour donner un petit aiguillage sur cette Alors ça photo-là.
Ouais, elle est superbe en plus. C'est un Mmh. métier dont on pourrait avoir de l'extérieur une vision un peu romanesque entre la proximité d'artistes renommés et le rythme de vie un peu rock'n'roll. La réalité du métier, c'était comment du coup? Bah, moi, c'était pas mon métier, hein, je tiens à le préciser, c'était plus, Ouais, un à une côté. activité parallèle, hein? Bon, voilà, tout à fait. Après, à l'époque, les gens qui se lançaient vraiment et qui bossaient pour des magazines, genre Les Irréductibles, Rock and Folk, arrivaient à en vivre, très bien, je pense. Mais là, ça commençait vraiment à être le début, de la fin, on va dire, puisque après, bah, internet a émergé et les difficultés de la presse ont vraiment débuté, quoi. Donc, moins de paiement moins de pubs pour les magazines, moins de paiement, pour les photographes, diminution des coûts. Donc, au final, je suis bien heureux de pas avoir, parce que la question s'est posée, bien entendu, est-ce que je continuais ou est-ce que mon métier, ou bien si je reprenais, si j'allais en photographe. Et ça s'est posé ensuite un peu plus tard aussi, quand je me suis mis au reportage. Mais non, c'est trop de difficultés, je pense, par rapport à l'équilibre que j'ai atteint moi entre un métier que j'aime et un salaire qui va avec, et la précarité de photographe aujourd'hui. Bon, je veux pas être misérabiliste ou démoraliser certains, mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail et au final peu de photos, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre à côté, à faire, démarchage, pour seulement peut-être 5% de temps de photo à côté. Mm. Oui, beaucoup d'administratifs, beaucoup de contraintes, voilà, pour pouvoir se faire payer par les rédactions pour ceux qui font du reportage de la presse. Ouais. C'est un sujet qu'on aborde souvent, hein, dans Derrière le viseur sur la Mm. la réalité du métier de photographe. Est-ce que tu as vu, toi, les choses changer entre justement le début des années 90 et maintenant sur, Bah, par exemple, au niveau des groupes, oui, quand l'Internet est arrivé, avant les groupes, avant qu'il y ait Internet, les groupes se déplaçaient beaucoup sur Paris. Ils faisaient des tournées européennes. Par exemple, un nouvel album sortait, ils faisaient Paris, Berlin, Madrid. Ils faisaient la tournée européenne. Ils passaient 2, 3 jours sur place. Les maisons de disques invitaient les magazines, fanzines à faire des interviews. Mais avec Internet, tout a vraiment changé. Les groupes se déplaçaient plus pour économiser les frais de déplacement, hôtel et compagnie. Tout se faisait par soit réponse par mail, soit téléphone. Et les photos, pareil, hein, c'était des photos qu'ils avaient fait faire par un photographe sur place, et qui distribuait à toutes les rédactions. Donc on retrouvait souvent les mêmes photos dans les mêmes dans des magazines différents. ouais, moins de Donc diversité, moins de ouais, créativité. il y avait moins de possibilités de rencontrer les groupes. Ou alors quand des groupes se déplaçaient, c'était réservé à des grosses publications, je sais pas, par exemple Rock and Folk ou Télérama. Et on n'avait pas forcément accès à ce moment-là, parce que le temps était très très limité. Ils faisaient plus les petits magazines ou fanzines. On Voilà. va changer de sujet maintenant. On va pouvoir se tourner vers nos écrans pour découvrir une autre partie du travail que tu peux faire, enfin du travail. J'entends ça au sens vraiment d'activité artistique que tu peux faire, Stéphane, pour, Mmh. regarder la première photo que tu as choisie pour, la partie focus. Tu as choisi de nous parler d'une image de la série Métro qui représente une part importante, hein, de ton activité. Est-ce que tu peux Ouais. peut-être commencer par nous décrire cette image et nous en dire un petit peu plus sur les raisons de ce choix? Alors, la raison de ce choix, c'était en fait, cette image, on la voit pas là, je sais pas. Bon, moi, c'est pas grave. Elle apparaîtra plus tard, peut-être. J'ai eu beaucoup de mal à la faire. C'était au début de, de séries photos. Je sais pas toujours. Pourtant, là, quand on la voit, il y a aucun risque de se faire prendre au flagrant délit de prise de photo. Et j'avais hésité. J'étais là, oui, non. Et puis au final, j'ai fait une photo, voilà. Et avec l'angle, donc le visage, de la couverture du livre se marie sans du corps, on va dire. Et voilà. Donc la leçon, c'est que et j'avais beaucoup hésité à la faire. J'étais là, oui, non. Et en fait, faut pas hésiter, quoi. Quand on voit une scène, c'est boum, on la prend et au revoir. Alors d'un point de vue technique et légal, faire des photos dans le métro, ce n'est pas un peu compliqué? Comment ça se passe au quotidien avec les gens que tu peux Un, ouais, photographier? un petit peu, ouais. Après, moi, je passe outre.
Donc là, oui, le métro, c'est un lieu privé, donc avec mon employeur, je pourrais peut-être avoir des soucis, je sais pas. J'ai jamais été confronté à ça. En fait, moi, en fait, je laisse, comment dire, je fais pas de photos à la sauvette. Je porte quasiment tout le temps l'œil au viseur. Donc, je laisse la chance aux gens de me découvrir. Et et si ils me voient ou qu'ils demandent des explications, on s'explique quoi. Mais en fait, c'est très très rare. Je fais ça assez discrètement. Et j'ai jamais eu de soucis avec quelqu'un que j'ai pris en photo une fois, où j'ai pris une petite fille, la dame me demandait des explications, je lui ai donné, elle a compris, on s'est quitté. Et par contre, c'est plus les gens qui me voient faire en fait, qui sont pas la cible de ma cible, qui me disent ah monsieur, droit à l'image, vous avez pas le droit de faire des photos, etc. Ça m'est arrivé 3-4 fois, mais sans plus quoi. Alors pour nos auditeurs qui ne seraient pas au courant, on peut peut-être faire un petit point très rapidement sur, d'un point de vue légal, la question du droit à l'image qui est quand même assez complexe et souvent méconnu peut-être pour les gens? Oui, je suis pas spécialiste non plus, hein, loin de là. Mais tout ce qui est rue et compagnie, espace public, on peut faire ce qu'on veut. À moins éventuellement que ça soit vraiment la personne que la personne, mais si c'est dans un cadre plus général, on peut rien dire, il me semble, hein. Et voilà. Après, moi, j'essaye de pas mettre les gens dans des situations dégradantes, d'avoir un peu de respect pour elles. Bon, c'est pas toujours bon. Si par exemple on photographie un SDF, c'est plus ou moins délicat. Mais je fais pas trop ça en fait. C'est assez rare. Oui, en fait, Je vois que ça en limite quoi. les textes de loi sont assez clairs sur le fait que la captation d'images est autorisée, quelle que soit Ouais, la scène, quand on est sur la voie publique, quand on est, tout à voilà, fait. quand on n'est pas dans Mm. le domaine de la vie privée. Après, il faut juste respecter la dignité des personnes et c'est la diffusion qui éventuellement peut poser souci si, la Oui, personne, est très reconnaissable, si elle est dans une posture voilà. éventuellement dégradante, et Après, cetera. c'est le diffuseur qui est effectivement responsable de la publication. Tout à On a le fait. droit de faire des photos, les consulter dans le circuit privé éventuellement, mais la responsabilité vient après de l'éditeur, du magazine ou du livre. C'est ça. Alors, ou des réseaux sociaux maintenant pour les réseaux sociaux. Ouais. Heu, alors il y a les plus grands photographes se sont essayés, hein, au sujet de la photo dans le métro, Mhm. de la photo qu'on pourrait appeler sociale, de rue, Cartier-Bresson, Klein, Capa, même récemment Depardon. Qu'est-ce qui différencie selon toi ton regard? Quel message, quelle émotion particulière est-ce que tu ressens ou est-ce que tu cherches à transmettre par cette série dans le métro? Oula, question difficile. Sacré. Il y a pas de Pff, bonne ou de mauvaise réponse, hein, c'est vraiment ouais. Non, je cherche pas à avoir des différences je fais ce que j'aime, quoi. Comme je le sens, je vois quelque chose, je le saisis, ce serait un peu prétentieux dire qu'on peut apporter quelque chose en plus. Je pense que je suis dans une continuité, oui. en C'est même plus temps. c'est ce que j'aime, c'est le côté de la chose. Euh, Effectivement, il y a plein de photographes qui ont fait des photos dans le métro. D'ailleurs, j'ai participé à un bouquin qui s'appelle non, Paris Métro Photo, qui était édité chez Actes Sud. J'ai 3 photos dedans. Et voilà, c'est un siècle de métro avec un peu ce que je fais, hein, les gens au quotidien dans les wagons, les ambiances. Et voilà, on se retrouve avec comme tu disais tout à l'heure, des Niepce, des Noado, des Depardon, des Booba, des Ronis, des Cartier-Bresson dans ce livre. Et donc, ça fait quand même assez plaisir d'être assimilé à cette famille. Et en même temps, on retrouve, avec un regard très singulier des traits un peu communs sur, la notion de regard social, hein, la notion d'humour aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé cette image, celle que tu as choisie pour le focus, justement Mhm. pour l'humour qu'elle dégage et Ouais. cette, douceur du regard sur l'humain qu'on retrouve dans la photographie humaniste notamment. Mm. Alors, on va ressortir du métro et regagner la rue, car c'est aussi un de tes terrains de travail privilégiés et on a Ouais. pu voir en effet dans ton travail beaucoup de photos de lutte et de manifestations, alors que ce soit à Aulnay pour PSA, les Sanofi ou encore durant Nuit debout, pardon. Ouais. Quand est-ce que tu as commencé à suivre les luttes avec ton boîtier? En fait,
c'est arrivé avec un tournant politique parce que j'étais pas très politisé jusqu'au milieu des années 2000. Bon, je parlais un peu politique avec les amis, mais sans jamais fait partie d'un parti. Euh, tout ça, ce monde-là m'était étranger. Ça a commencé en 2005 avec le référendum. Euh, et le non qu'à dire, moi j'étais au départ non. J'ai été convaincu par le PS que les textes étaient les mêmes, que tout était déjà écrit. J'ai voté oui au final. Le non a gagné. Et là, il s'est passé pour ce qui est pour moi un déni de démocratie. C'est là que j'ai vraiment réalisé que quelque chose n'allait pas. C'est qu'ils ont quand même réussi à faire passer ce traité de Lisbonne, donc en 2007, c'est ça, ouais. Oui. Avec Sarkozy, mais avec bon toute la clique politique, PS, UMP, enfin à l'époque. Et là, je me dis qu'il y avait un gros problème et que il y a eu aussi en 2007 l'élection de Sarkozy. Et là, ça n'allait pas du tout pour moi. J'ai dit quand même, ça va pas. Et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser beaucoup plus à la politique et à suivre, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui sortait un peu du PS et qui avait une voix dissonante, qui était carrément parti du PS, qui avait monté le parti de gauche. Et c'est ouais dans ces années-là, donc 2005, plus ou moins dépolitisé, mais avec intégration et puis grosse remise en cause de notre démocratie, on va dire, notre société. Et ça fait son chemin jusqu'à 2007, où là c'était la cata. J'ai décidé d'engager un peu plus. Et j'ai 2009-2010, ouais, j'ai suivi plus Mélenchon. Alors ça, on y Et c'est là que reviendra. ça a vraiment commencé. On y reviendra pour la Ça a partie. commencé là. On y reviendra pour la partie vraiment suivi de la France insoumise, mais du coup, c'est vrai Ouais, que tu suis beaucoup les luttes sociales et les luttes dans la rue. ouais. Qu'est-ce que tu trouves comme intérêt? Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui te pousse, à photographier ces sujets-là et quel angle est-ce que tu as envie d'y donner dans ton travail de photographe? Bon, moi ce que j'aime beaucoup toujours, c'est tout ce qui est lutte. Les gens qui se laissent pas faire, qui protestent, le côté insoumis, voilà. C'est le mot qui représente la France insoumise aujourd'hui, mais ça correspond bien à ça, ouais, dès le départ. Et ouais, le côté lutte et apporter un côté humain à personnaliser ces gens qui luttent, quoi. Les rendre beaux, quoi. Enfin, c'est pas comment dire. Les rendre beaux, c'est un peu vague, mais Mais tu en vois, même temps, les valoriser, les mettre en valeur. Ouais. quand on voit tes images, ça paraît très clair. En même temps, il y a toujours des éclairages qui Mm. sont très travaillés. C'est peut-être ce qui est le plus flagrant, hein, sur ton travail, notamment sur les luttes. Toujours Ouais. des cadrages très soignés, voilà. Au niveau technique, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que tu t'organises? Avec quel genre de matériel tu pars sur le terrain? Ça dépend. J'ai la chance de pouvoir travailler avec boîtier réflexe. Donc, boîtier réflexe, je fais beaucoup de travail au flash. Un peu comme je disais tout à l'heure, pour valoriser les gens, pour leur faire un bel éclairage. C'est pas toujours le cas. On dépend des conditions météo. Donc, ils flashent plein jour, font un peu assombri, faible profondeur de champ. J'aime beaucoup ça. Donc, ça, c'est pour mettre, comme tu disais tout à l'heure, là, en valeur les gens. Peut-être des choses plus graphiques quand je bosse au Leica et que je veux travailler plus léger. Mm. Alors parmi Donc, tes ça répond à séries ta question, je ne sais pas. complètement, 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 ça Complètement. paraît très clair. Ouais. Parmi tes séries, il y a aussi toute la série sur, les peuples en lutte contre les politiques d'austérité à travers l'Europe, Ouais. comme la Ouais. série Nos rêves, leurs cauchemars. Est-ce que tu peux nous Ouais. parler de cette série en particulier? Oui, ça c'est parti. C'était après la campagne de 2012, je crois. Je me retrouvais un peu. Bon, les périodes présidentielles, on en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, c'est très prenant et ça te dure un an à fond. Ou de fait que j'ai un travail à côté, je peux pas faire grand-chose de plus. Donc c'est 100% là-dessus. Et après, quand c'est fini, tu te retrouves un peu boum, j'ai plus rien à faire. Et oui, je suivais aussi beaucoup ce qui se passait en Grèce à l'époque, en Espagne. Et j'avais décidé de poursuivre ce travail
des manifestations, mais à l'étranger. Donc je suis allé pas mal en Italie, en Espagne, en Grèce beaucoup, suivre les manifs, la montée de Syriza à l'époque, avec Tsipras qui était un peu l'espoir. Et voilà, c'était la continuité du travail parisien, mais avec ce côté politique anti-austérité et les peuples qui se rebellent contre ça. Voilà. Et cet été, au mois de juillet, alors un petit peu dans la même, ligne, mais aussi avec un petit angle un petit peu différent, tu es parti, à Marina Leda. Après Oui. la campagne présidentielle justement, comment c'était d'aller balader ton objectif là-bas? Est-ce que c'était aussi utopique que ça en a l'air quand on le regarde d'ici? Ah, Marina Leda, c'est ouais. Enfin, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un village, on va dire autogéré, qui lutte depuis début des années 70, qui n'avait l'Espagne très pauvre, pas enfin chômage de masse, les gens sans terre, sans travail, ou qui dépendent de gros propriétaires et qui bossent à la tâche. Donc et eux ont décidé de prendre des terres, d'occuper des terres, et ça a duré quasiment 10 ans, je crois, avant qu'il y ait un accord avec le gouvernement qui prenne les terres et années 70, et ça perdure jusqu'à aujourd'hui. Alors l'utopie, oui, enfin, moi, j'avais beaucoup lu dessus avant d'y aller. J'y suis allé 3-4 fois. Ces 3-4 dernières années, je suis en train de construire un reportage là-dessus sur long terme. Donc il n'y a pas trop de choses parues pour l'instant, je crois pas. Donc c'est flou. T'as trouvé ça où du coup? Ah, en cherchant, je suis un Ah, petit détective, du net. d'accord, donc il y a plein de choses en préparation. Il faudrait que je prenne le temps de tout reconstruire, de tout ordonner, faire une belle série pour ça. Donc l'utopie, oui, elle est là parce que ils luttent, ça marche. Ils ont leur terre, ils construisent leur logement, ils peuvent louer un logement pour 15 euros, par exemple. Ça, il y a des choses vraiment le travail est partagé. Euh, Tout le monde voilà, au même plein de bonnes salaire? choses. Oui, si Oui, c'est quasiment vrai. Après, je sais qu'il y a, par exemple, le directeur de l'usine de conserverie, j'ai appris qu'il était payé un peu plus, par exemple. Donc bon, mais rien de choquant, hein, c'est pas, oui, c'est c'est pas du au multiplié pouillème par, près. 45, oui. Non, c'est même pas 2 fois, je suis persuadé. Je me rappelle plus les chiffres, mais bon, un peu plus qu'on va dire. Mais par exemple, le maire, son nom, mais écoute, c'est quelqu'un de fantastique, quoi, qui a dévoué sa vie à faire vivre les gens de son village, à leur donner la possibilité de ne plus être dans la pauvreté et de collectiviser des biens et de leur faire avoir la possibilité d'avoir des maisons pour 15 euros par mois. C'est quand même énorme. La piscine, je crois aussi, l'abonnement 3 € par pour la an. saison, ouais, quelque chose comme ça. C'est alors qu'il y a 2 piscines, enfin, c'est super bien et ça leur coûte 3 fois rien. Voilà. Donc Utopie en marche. L'utopie qui avance. La vraie. C'est ça. Alors on l'a vu durant tout ce début d'émission, la photographie, comme toutes les pratiques artistiques, est une arme. Donc dis-moi, Steph, c'est quoi ton prochain combat? Oh là, bah là, c'est un peu, je sais pas trop. Je vais reprendre la photo de concert, pas mal, je pense. Ça me manque parce que la politique, bon, déjà, il y a après la campagne de 2017, il y a comme un trou, comme je disais. J'ai envie bon, je vais continuer à suivre les luttes. Hein. Il faudrait aussi que ça redémarre de ce côté-là parce que 2017 n'a pas été fameux. Donc ça reparte. Et puis, mais tout ce qui est politique, c'est assez. Donc j'ai besoin un peu de respirer là et je vais reprendre ouais, les photos de concert, je pense, pour 2018 avec Mmh. Prémonition qui est sur le web maintenant, qui est plus imprimé. Mais ouais, tout ce qui est musical, Des artistes faire que tu ça. n'as pas encore eu l'occasion de photographier et que tu mettrais sur ta liste de vœux pour 2018? Le nom m'échappe. Pourtant ils sont en concert. Je vais te retrouver ça. Portal Brut par exemple, tout ce qui est le Ouais. mouvement synthwave.
C'est en fait c'est des sons, on va dire des années 80, mais mis au goût du jour. C'est très dynamique. Carpenter Brut qu'on Des... avait vu au Motocultor Festival Ah l'année oui, dernière, oui. d'accord. Ah, je suis méga fan. Et il y a dans le même genre en français, t'as Perturbator, Oui, tout à qui fait. est, euh, qui est le fils de Kent et de Laurence Sauvage, qui était journaliste rock à l'époque. Ouais. Donc voilà. Ça, je pense que ce sera mon prochain gros concert. Je crois qu'il passe en mars à Paris. Des luttes sociales Enfin, et des le, concerts pour ouais, 2018. C'est très bien. c'est ça. Allez, on va à nouveau se retourner vers nos écrans. On saute dans un avion, cette fois-ci direction la Catalogne. Car pour ce deuxième focus, j'ai choisi pour ma part cette image que tu as prise, Stéphane, à Barcelone le 3 octobre dernier. Alors que, pour reprendre tes mots, la grève générale en Espagne tourne à la manif indépendantiste et de défense de la démocratie en Catalogne. Alors Mm. cette image montre, un drapeau jaune sur lequel figure une étoile rouge à travers de laquelle on perçoit en transparence l'image d'un jeune couple qui s'embrasse. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le contexte de prise de vue de cette image et plus largement sur le travail photographique que tu es allé faire là-bas? Ouais. Bah, la Catalogne, c'est toujours dans l'esprit des luttes en fait. Et mais bon, alors j'ai pas de, je suis assez sensible à leurs revendications, même si j'ai du mal en tant que Français ou Parisien en particulier, à m'identifier à leur spécificité. Mais j'aime beaucoup leur force, euh, leur volonté d'affirmer quelque chose, de pas se résigner ou de pas se laisser faire. Je comprends en même temps qu'ils veuillent se défaire de l'Espagne, de par l'histoire, guerre civile, et aussi tout ce qui est politique assez corrompu en Espagne, la royauté, tout ça. Bon, euh, mais j'ai pas. Mes amis disaient si des partisans, non, j'ai pas vraiment d'idée quoi. C'est très difficile. Eux-mêmes, bon, il y a des avis très tranchés. Il y en a la moitié, un peu plus de la moitié qui sont pour l'indépendance. Il y en a aussi qui ne le sont pas. Donc je pense que je serais bien embêté si j'étais eux de faire un choix. En tout cas moi en tant qu'extérieur je peux pas. Mais par contre j'aime voir leur lutte et se battre pour ce qu'ils veulent. Alors après, il y a le procès, oui, une région riche de l'Espagne, ils veulent garder tout pour eux, etc. Bon, il y a peut-être un petit facteur de ça, mais quand il y a une grand-mère qui ploche son bulletin dans l'urne en pleurant parce qu'elle a voté pour l'indépendance, voir les cris de joie des jeunes qui sortent du bureau de vote complètement enthousiasme, pas d'argent, quoi. Il y a vraiment autre chose et plus profond, plus ancré en eux qui fait qu'ils veulent se battre pour ça. Alors cette photo, elle a été prise le 3 octobre, c'était 2 jours après le référendum jugé illégal par le Ouais, pouvoir central espagnol et empêché par les forces de l'ordre, enfin réprimé par les forces de l'ordre. C'était aussi le début d'une vague d'espoir, hein, du coup, pour de nombreux Catalans, ce que tu nous disais à l'instant. Depuis, ouais. la situation reste toujours un peu incertaine. Quel regard est-ce que tu portes, du coup, sur la situation de la Catalogne telle que tu l'as vécue au moment de cette image, au moment du 3 octobre et maintenant les perspectives d'avenir qui restent, plutôt floues pour le coup? Flou et bouché, oui, parce que je sais pas comment ils vont s'en sortir. Je ne sais pas. Franchement, je suis pas très optimiste, on va dire. Au moins pour les gens qui aimeraient que ça change. Après, est-ce qu'il vaut mieux pas rester dans l'Espagne, attendre que Rajoy dégage et que ce soit mieux pour eux après, qu'on puisse enfin leur permettre d'accéder à ce qu'on leur a promis, hein, parce qu'ils se soulèvent aussi pour ça. Il y a eu des accords qui avaient été passés et qui n'ont pas été respectés. Il y a aussi beaucoup ça dans leur volonté de sortir, qui ne fait que renforcer. Donc, ouais, ça me semble bon. Je pense que ça va stagner un bout de temps là maintenant. Un statu quo peut-être, je sais pas. J'ai pas suivi après exactement les péripéties. Le premier ministre est toujours à En Bruxelles Belgique, ou en oui, Belgique, tout ouais. à fait. Donc bon, Donc bien à malin suivre. peut dire celui, ouais, bien malin peut dire ce qui va se passer ensuite. Mm. Bon, tu y retourneras sûrement pour nous ramener, la suite en images, quoi qu'il se Ouais, sans passe. doute. Ouais. Allez, Mais ouais. retour non, vas-y, je t'en prie. Non, non.
Mais oui, j'aime beaucoup ce genre de lutte, même si j'adhère pas forcément à 100% parce que je suis pas au premier concerné. Mais voir ça, c'est enthousiasmant, franchement. Voir organisation, la foule, leur joie, voilà, c'est porteur, quoi. On aimerait bien des fois voir ça en France, hein, franchement. Les peuples en mouvement. Voilà. C'est que pareil pour les Palestiniens ou ce qui se passe maintenant avec les Kurdes aussi, c'est terrible. Mm. Et tu n'as jamais eu envie de partir, voilà, sur des terrains peut-être un peu plus de conflits, à l'international, peut-être en dehors de l'Europe? J'ai toujours eu beaucoup de fascination pour ce qui est photoreportage, photo de guerre, bien sûr, quand j'étais plus jeune. Bon, c'était de l'ordre du fantasme. Je crois que je suis pas assez téméraire pour faire ça. J'aurais bien aimé, par exemple, on en a parlé un peu avec ma revue Ballast, aller au Rojava, mais ils avaient tout verrouillé pour des petits, pour comment on va dire, pour nous, c'est compliqué, quoi. S'il n'y a pas de grosse structure derrière, et puis surtout pour des gens qui sont pas professionnels. Bon, moi, faire les combats, tout ça, ça reste pas. Maintenant, comme je disais, c'était plus de l'ordre du fantasme quand j'étais plus jeune. Et prendre des tels risques pour amener des images, non, mais photographier la société ou les à côté sans les dangers immédiats du front, oui, pourquoi pas. Il m'intéresse Allez. beaucoup effectivement aux Kurdes. Oui, je t'écoute. Non, c'était moi, je ne voulais pas te couper, surtout. D'accord. Retour en France maintenant on va parler, de photographie et de politique, hein, toujours et toujours de lutte. Mais on va revenir dans les couloirs de la France insoumise du coup, donc tu nous racontais tout à l'heure, hein, que tu suis Jean-Luc Mélenchon depuis 2008 à peu près et j'ai lu dans une, Ouais, 2009-2010. ouais et j'ai lu dans une interview donnée sur Place du Peuple ce que tu nous racontais tout à l'heure. Comment tu étais arrivé, à une à à la vie politique, à une conscience politique, alors Ouais, que tu n'étais pas issu prise au de départ d'une conscience. famille très politisée. Non, du tout. Est-ce que tu pourrais nous raconter maintenant comment est-ce que la photographie est entrée voilà, dans cette vie, dans cette conscience politique? Comment est-ce que ça s'est mélangé les 2? Bah, en fait, moi, c'est mon moyen de militer, tout simplement. Donc, ouais, 2009-2010, j'avais suivi les manifestations contre la réforme des retraites. Je suivais pas mal comme ça. Je tournais autour de Mélenchon, du parti de gauche. J'ai fait des forums. La première fois, c'était un forum sur gouverner face aux banques avec Jacques Généreux. J'avais envoyé un mail au parti de gauche pour savoir si je pouvais venir faire des photos. Ils avaient accepté. Donc, je crois que c'était en 2010, ça. Et voilà, ils m'ont repéré. J'ai continué à faire des photos pour eux. J'ai la première engagement vraiment politique, j'ai adhéré au parti de gauche en 2010, ouais, je crois. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Et, dans l'équipe de campagne en 2011. En 2011, on préparait 2012. En fait, ça a commencé bien un an avant, parce qu'il fallait convaincre les partenaires politiques du Front de gauche, donc le Parti communiste, mince, et tous les autres partis qu'il fallait que Jean-Luc Mélenchon soit leur candidat. Donc ça avait commencé en janvier 2011, une première réunion où j'avais été, je suis allé au siège du parti de gauche en fait. Je pensais devoir faire des photos, et en fait non, c'était une réunion de lancement des équipes de campagne, de formation. Et j'étais à ce moment-là en charge de faire de réunir quelques photographes pour pouvoir assurer les visuels de campagne. Monter une Voilà, équipe ça, donc. c'était 2011. Ouais, ouais. Donc j'avais pris 4 personnes avec moi à l'époque. Je pensais pas pouvoir assurer tout du fait de mon. Et voilà. Donc on avait dirigé tout ça, on faisait des séries photos, on allait sur les déplacements, etc. Mm. Alors tu Ah, avais d'accord. Ok, je ferme.
Tu avais publié un album, intitulé «Résistance», paru chez Bruno Le Prince et préfacé par Jean-Luc Mélenchon, retraçant la campagne du Front de gauche, justement, en Mmh. 2012. Comment est-ce que tu as vécu comparativement ces 2 campagnes de ta place de photographe? Est-ce que tu y as vu des différences? Est-ce que tu n'en as pas vu? Est-ce qu'il y avait, voilà, des choses qui t'ont marqué sur ces 2 campagnes? Sur les 2, la différence, que je verrais, c'est, on a quand même, on va di moins besoin des photographes. Ça, c'est la grosse évolution. C'est avec les téléphones portables, c'est terrible, on va dire. Parce que tout ce qui est instantané, avec les réseaux sociaux, tu les community managers de l'équipe, hein, qui retranscrivent en direct et qui prennent des photos, des rencontres, pour Twitter, pour Facebook. Et donc, eux, font ça en direct, ce qui n'était pas en 2011-2012 aussi développé. Donc moi, je faisais plus, par exemple, en 2017, j'étais plus chargé de faire de belles photos de bonne qualité, qu'on puisse agrandir et qui servaient ensuite, pour, là aussi, les réseaux sociaux. Mais c'est pour tout ce qui était annonce d'émissions, voilà. Je me suis fait clairement comprendre ou pas du tout? Oui, complètement. Des Ouais, visuels beaucoup plus qualitatifs, plus sur les aspects vraiment, voilà, esthétiques, sur de la communication, plus que sur du reporting peut-être voilà. d'événements de campagne ou. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est développé entre 2012 et 2017, c'est l'instantanéité de l'information. Il faut les photos tout de suite. Donc c'est plus délicat quand on a des gros boîtiers, travailler tout ça, alors qu'avec des téléphones portables, les gens prennent les photos et ils font ça très bien. Et voilà, dans la minute suivante, c'est déjà sur internet, quoi, sur Twitter et Facebook. C'est hallucinant. Donc tu as moins de besoin de photographes. Là, on va dire que c'est pas la qualité de la photo elle-même, la signification, tout ce qu'on peut trouver derrière, qui importe, c'est l'instantanéité de l'événement La qui rapidité du supplante partage. le reste. Ouais, ouais, La c'est ça. rapidité du partage Le, peut-être un peu au ouais. détriment de la qualité, «artistique» entre guillemets de l'image? Oui, mais franchement, ils ont fait du bon travail, hein. J'étais assez Oui, sidéré des fois des rendus qu'il y avait. on va pas dire Mm. le contraire. Non, mais Heu c'est sincère, sincère, sincère. Mm. Quand on a préparé cette émission tous les 2, tu m'as fait part d'une remarque qui était très int que j'ai trouvée pour ma part en tout cas très intéressante sur le retour que tu avais pu avoir d'autres professionnels. Alors je pense notamment aux photojournalistes, sur le travail que tu as fait, qui n'était pas un travail de photojournaliste pour le coup et qui était vraiment un travail de Non. photographe. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors je savais que, en fait, donc il y a plusieurs mondes dans la photo. Il y a les photojournalistes qui retranscrivent qui ont assisté. Moi, c'était, je peux être photojournaliste quand je fais des manifs. Par contre, là, clairement, dans la propagande, on va dire, pour utiliser un terme politique, où il s'agit de mettre en valeur un candidat. Et donc, il y a accès déjà aux événements, mes déplacements sont payés, mes photos aussi. Donc, il y a pas vraiment la même, comment dire, Les c'est pas le mêmes même degré, quoi. conditions? Et conditions, voilà. Et donc, moi, j'en avais parlé avec un ou deux amis photojournalistes à l'époque, et j'avais dit, non, je mettrais de toute manière moi à pas mettre de photos off, tout ce qui était ce que les autres pouvaient pas faire, je mettrais que des événements publics et je mettrais les photos seulement 1 ou 2 semaines après qu'elles aient été faites. Donc bon, il y a des fois où je le mettais le lendemain, par exemple. Bon, et j'ai eu quelques conflits, prises de bec avec des personnes où ils me reprochaient de mettre mes photos à disposition de la presse sur des serveurs, parce qu'il existe des serveurs où tous les photojournalistes mettent leurs photos pour qu'ensuite les journalistes, les rédactions viennent choisir leurs images pour illustrer des articles. Et donc ça m'a été reproché, parce que moi je faisais de la communication et c'était pas un travail journalistique. Bien que je m'étais astreint à les mettre plus tard ou ne pas publier les photos qui étaient en off. Ce que par exemple faisait pas du tout l'équipe Macron, hein. L'équipe Macron mettait les photos off, les vendait à VSD, à Paris Match. Bon,
Donc ça a commencé à monter, prise de bec, on parlait de moi apparemment dans la cour de l'Élysée, on s'interrogeait. Et donc j'étais en situation un peu délicate, pas très à l'aise. D'autres journalistes il y a France de Kayser par exemple qui a beaucoup travaillé sur le Front National, pareil, qui cherchait à me rencontrer, à parler avec moi, et pour savoir exactement quelle était ma position entre photojournaliste ou communicant, on va dire. Et donc on s'est appelé, elle a compris ma position parce que j'avais fait une interview pour les Échos, je crois, vidéo, elle avait compris. Et elle m'avait dit bon oui c'est problématique, machin, mais au moins là avec elle j'avais beaucoup apprécié parce qu'il y a eu une discussion et on a trouvé une solution en fait. Elle avouait effectivement le fait de mettre les photos, on va dire une semaine après, mais par contre il fallait que les rédactions sachent pour la France Insoumise. Donc la solution qu'on avait trouvée c'était de labelliser mes photos Stéphane Burlot pour la France Insoumise afin que les rédactions choisissent en pleine conscience les photos qu'elles prenaient. Quoi. Voilà. Oui, ça paraît clair. En même temps. Ça paraît clair. Et donc c'est parce que voilà, après c'était la rédaction qui était responsable des publications et c'était eux en âme et conscience qui choisissaient de prendre ces photos-là ou pas. Bon, au final, j'ai arrêté, j'ai même pas pu j'ai dit aux autres, ok, j'arrête, je mets pas les photos sur les serveurs et puis débrouillez-vous. Bon, c'est pas très grave, hein, moi j'étais content de ce que je faisais. Et voilà. Oui, c'est vrai que les conditions de travail des photojournalistes sont tellement compliquées qu'en effet, Ouais, quand un confrère, peut avoir accès à tous les moments off, parce qu'il est en position de communicant et de photographe officiel d'un mouvement, c'est vrai que ça peut générer des tensions qui sont intendables. oui, on joue pas à jeu égal, effectivement, ça c'est clair et net. C'est pour ça que j'avais pris mes précautions avant, mais bon, il fallait encore un peu plus, quoi. Voilà. Bon, au final, c'est bien, voilà. Tout le monde a compris, j'ai pas mis mes photos sur les serveurs. Aujourd'hui, il y a peut-être même pas la moitié des photos de la campagne qui sont dessus. Je le ferai cette année, un travail d'archive, et puis voilà. Un ouvrage peut-être, un Qui finit livre bien. prévu pour retracer cette campagne présidentielle comme ça avait été le cas en 2012 ou pas du tout? Non, pas du tout. On en avait un peu parlé avec Sofia Chikirou, là, qui dirigeait la communication. Et au final, ça s'est pas fait. Bon, après, il y a eu les législatives, ils ont pris dans le flux, et c'est passé. Bon, ça se fera pas, a priori. Hein. Donc, voilà. Désolé. Mais je ferai peut-être On suivra une ta belle page série Facebook, c'est pas sur le grave. net. Voilà. Ouais. C'est ça, on suivra ta page Facebook et donc on va quand même parler de Ballast aussi, hein, Oui, avant de se quitter, chose importante. Donc Ballast qui est un collectif d'une cinquantaine de bénévoles, si je ne dis pas de bêtises, qui publie une revue 100 autofinancée et indépendante et à laquelle tu collabores. c'est Dans ça. laquelle on a pu Ouais. voir très récemment 2 de tes publications qui sont les portraits de personnalités, comme Sabrina Ali Ben Ali qu'on recevra la semaine prochaine. Je fais de la pub et Aymeric Bien. Caron. Est-ce que tu peux nous raconter cette aventure Ballast? Comment c'est né? En quoi ça consiste exactement? Ballast, c'est né il y a 3 ans, il me semble, oui, c'est ça, même plus de 3 ans. Et il m'avait contacté il m'avait contacté pour faire une interview. Donc ça recoupait ce que je faisais un peu dans le domaine musical avant. Et toujours le fait de se déplacer, d'aller dans un café ou chez quelqu'un, ou voilà, et d'improviser une session photo. Donc j'ai retrouvé un peu ce que je faisais en musique, mais avec un côté militant, politique. Et bon, voilà. Donc je retrouve vraiment le parallèle là-dessus. Donc Ballast, c'est euh, c'est assez précieux pour moi. J'adore. C'est une découverte sans cesse des choses qu'on n'aurait pas pu trouver ailleurs, des gens que j'aurais pas pu rencontrer. Et voilà. Au niveau intellectuel, c'est très émoustillant, on va dire. C'est ça. Je Oui, sais tu pas peux si on nous peut dire parler un ça petit comme peu de ça. la revue, comment elle se compose? C'est intéressant la manière dont elle est voilà, donc Ouais. En fait, oui, il y a cinquantaine, voire plus, mais il y a des gens qui interviennent une, deux, trois fois, qui disparaissent, qui reviennent. C'est un collectif. Ça se travaille beaucoup sur Facebook, en fait. Bon, c'est pas des groupes, c'est des groupes privés, en fait, où il y a des discussions. Donc, les gens, par exemple, lancent l'idée d'interviewer un tel, et c'est très collaboratif. J'aimerais bien qu'on pose cette question-là. Et ça, donc voilà,
bon, bien sûr, il y a un leader sur cette interview-là qui, qui va Mettre en synthétiser les forme. questions, les rassembler, mettre en forme, qui va mener l'interview ensuite parce qu'on peut pas y être, quoi. Mais voilà, c'est très 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 collectif et ça permet d'avoir une pluralité de points de vue parce que dans Ballast, c'est, on va dire, ce qui est la gauche de la gauche, enfin ancienne gauche qui n'existe plus, en gros la gauche du PS. Et donc, c'est des communistes, des anarchistes, libertaires, des partis de gauche, des insoumis. Voilà. C'est très, très varié et ça permet de voir tout un panel de couleurs politiques, d'opinions, de sujets qu'on n'aurait pas forcément approfondis de soi-même, ou parce que quand on est dans un certain milieu politique, on va pas forcément aller voir ce qui se passe ailleurs. Et voilà, c'est enthousiasmant. Moi, j'invite nos Enrichissant. auditeurs à aller faire un tour sur le site internet de Ballast, d'aller voir comment ça se compose. Ça leur donnera envie de se jeter sur cette revue qui est, absolument passionnante, extrêmement riche dans la multiplicité, dans la diversité de ses sujets aussi, avec, beaucoup de sujets, internationaux, nationaux, de portraits. Enfin voilà, allez voir sur le site de Ballast dont on mettra le lien sous la vidéo. Voilà, C'est très ça. heureux que vous parliez de Ballast. Oui, toujours, toujours, toujours. Et on va quand même se quitter, il faut bien, Stéphane, mais avec le petit Ouais. rituel de l'émission. Moi, j'aime, terminer l'émission avec, une petite note, un peu humoristique et j'ai trouvé sur ton site internet une photo en noir et blanc qui s'intitule «Un brin rock'n'roll», entre parenthèses «tout de même», et où l'on aperçoit en contre-jour Charlotte Girard de profil tenant un micro lors de répétition d'une réunion publique à Lyon. Et où on pourrait croire, alors à première vue, quand j'ai ouvert l'image, j'ai cru que c'était Janis Joplin. Alors j'avais envie de te Ah, demander, histoire de se quitter, Steph, Charlotte Girard, elle est rock'n'roll ou pas rock'n'roll? je pense, oui. Ouais, très dynamique. Très, très dynamique. Bon, voilà, Ouais. Et admirable. ce sera le scoop du soir. On apprend que Charlotte Girard est rock'n'roll, ce qui ne m'étonne pas vraiment, en fait. Mm. Est-ce que tu as une dernière petite question? On laisse toujours la possibilité à notre invité de nous poser une question, à moi, aux copains du Discord qui sont sur le salon et qui nous suivent. Est-ce que tu as une petite question pour nous avant qu'on se quitte? Non, du tout, j'ai pas préparé ça. Non, mais c'était pas une Euh, obligation. non, pas de questions. Des encouragements, en tout cas. Félicitations pour le travail accompli, de mise en valeur. Franchement, c'est beau travail. Merci de votre implication. Mais merci à toi Faire d'avoir vivre tout répondu ça. présent. Merci à nos auditeurs qui sont toujours là à nous suivre, avec grand plaisir. Visiblement, si on en croit les petits pouces bleus et les cloches qui sonnent de tous les côtés. On se retrouve au plus tard la semaine prochaine, comme je le disais tout à l'heure, autour d'un gros plan sur les urgences du système de santé avec Sabrina Ali Benali, que certains de nos auditeurs connaîtront peut-être plus sous le nom de Sabrina Aurora, qui nous fait le plaisir de répondre présente pour parler de ce sujet-là avec nous. Je remercie évidemment Hijacker à la réalisation, Silvoka à la technique, Momour aux réseaux sociaux ce soir, et je vous dis à très